De 1940 à 1944, les cheminots ont été un rouage essentiel de la résistance intérieure. Des premiers sabotages aux attentats individuels contre des soldats allemands, ils se sont battus pour chasser l'occupant. Mais leur engagement ne s'est pas limité à la lutte armée. Dans les ateliers, ils ont pratiqué le sabotage insaisissable. Le sabotage insaisissable est une forme véritablement d'engagement résistant. Ils ont été les pionniers de la presse clandestine. Ils ont collecté des renseignements sur l'ennemi, ses troupes et ses installations, au péril de leur vie. Il y a de nombreux cheminots qui relèvent tous les convois allemands qui passent pour ensuite favoriser une action de sabotage ou un mitraillage sur ces convois. Pendant toute la guerre, les cheminots ont été au cœur d'un combat pour une cible hautement stratégique, le réseau ferroviaire français. La paralysie du réseau ferré était essentielle à partir du moment où les troupes alliées avaient débarqué. Un combat dangereux et inégal, car ils étaient employés par une entreprise qui a en partie collaboré avec les nazis et sous la surveillance de milliers de cheminots allemands. Les cheminots sont étroitement surveillés par ce qu'ils appellent des Bahnhof, des civils allemands des services ferroviaires, qui sont chargés de surveiller l'exécution de leurs travaux. Face à cette poigne de fer qui s'abat sur eux, les cheminots vont se rebeller. Pour leur engagement, ces soldats de l'ombre ont payé un lourd tribut. Les militaires allemands vont littéralement massacrer 86 personnes, dont 22 cheminots. Plus de 2500 d'entre eux sont morts exécutés, déportés ou les armes à la main en combattant dans les maquis. Le sacrifice de ces anonymes ne sera pas vain. Les actions des cheminots finiront par paralyser l'ennemi, empêchant tout mouvement de troupes ou de matériel. « 16 avril 1942. Il est 7 heures du matin. À Errand, dans le Calvados, des cheminots s'apprêtent à faire dérailler un train. Le résultat est spectaculaire. 40 soldats allemands sont tués, plus d'une cinquantaine grièvement blessés. Cet acte de guerre marque les esprits. C'est le premier sabotage de cette ampleur depuis le début de l'occupation. Pourtant, la bataille du rail a commencé bien plus tôt, de manière plus discrète, mais très efficace. « 1er septembre 1939. Les troupes d'Hitler envahissent la Pologne. Trois jours plus tard, la France entre officiellement en guerre contre l'Allemagne. Ce conflit va précipiter une toute jeune entreprise dans le chaos. La SNCF, la Société nationale des chemins de fer français. C'est à l'époque la plus grande entreprise de France. Elle emploie plus de 500 000 personnes. Dès la mobilisation générale, la SNCF est réquisitionnée par le ministère des Armées. À une cadence infernale, les cheminots assurent le transport de troupes et de matériel vers les frontières des Alpes, du Nord et de l'Est. Pendant toute la drôle de guerre, un esprit de résistance anime déjà une partie de la corporation. À cette époque, pour les cheminots, travail et effort patriotique se confondent. À l'arrière, des ateliers de réparation de matériel ferroviaire fabriquent des munitions. Ils se transforment bientôt en véritables usines d'armement.
La SNCF est mobilisée pour participer à l'effort de guerre, puisque les cheminots, pour certains d'entre eux qui auraient dû partir comme soldats, sont placés dans ce qu'on appelle l'affectation spéciale, c'est-à-dire qu'ils, même s'ils ont un statut militaire, ils conservent leur poste, ils restent à leur poste de travail puisqu'on a besoin d'eux pour faire rouler ces trains, pour entretenir tout ce qui est indispensable au fonctionnement du réseau ferroviaire. Le 10 mai 1940, l'invasion allemande et sa terrible guerre éclair vont encore renforcer l'esprit de résistance des cheminots. Elle va les précipiter dans la tourmente comme des millions d'autres Français. Pendant les premiers jours de l'offensive, ils arrivent encore à convoyer vers le front du matériel et des troupes, à assurer leur ravitaillement. Malgré les bombardements aériens incessants, les trains évacuent les blessés des premières lignes. Mais il est déjà trop tard. L'heure de la défaite va bientôt sonner. Et à peine un mois plus tard, le 14 juin 1940, les troupes d'Hitler rentrent dans Paris. C'est le début de 4 ans d'occupation. 8 jours plus tard, l'armistice est signé. Quand le maréchal Pétain négocie la paix au nom de la France, il accepte d'en payer le prix. L'occupation de plus de la moitié du territoire par les Allemands. En ce qui concerne la SNCF, son sort est scellé par l'article 13 de la Convention d'armistice. L'article 13 de la Convention d'armistice stipule que le réseau ferroviaire passe directement sous l'autorité de l'occupant, donc sous l'autorité allemande, et que ses besoins, notamment en train militaire, devront être satisfaits en priorité. Plus de 25 000 km de voies, la moitié du réseau français, sont réquisitionnés pour servir l'économie de guerre nazie. 1000 locomotives et 3500 wagons sont confisqués. Ils forment des convois qui acheminent outre-Rhin des produits alimentaires et des matières premières pillées par les troupes du Reich. Les cheminots sont quand même sensibles et ne sont pas indifférents à l'occupation qu'ils voient sous les yeux s'étaler dans leur lieu de travail. Ils sont aussi les témoins du pillage économique qui passe par le transport ferroviaire. Et enfin, ils sont dans une entreprise qui est contrainte de servir prioritairement les intérêts de l'occupant. Les Allemands et les cheminots les voient beaucoup plus que le reste de la population, notamment au moment où il y a des transports, soit des transports de troupes, soit des transports de matériel de guerre, soit aussi des transports de prisonniers. À l'humiliation de ce rappel constant de la défaite, s'ajoute très vite une nouvelle blessure. Celle d'être dirigé par des chefs allemands. Pour contrôler le trafic ferroviaire et le travail de leurs homologues français, 25 000 cheminots allemands arrivent en France au début du mois de juillet 1940. Les cheminots sont étroitement surveillés par ce qu'ils appellent des Bahnhof, c'est-à-dire des civils allemands des services ferroviaires qui sont chargés de surveiller l'exécution de leurs travaux. Depuis la signature de l'armistice, la propagande du maréchal Pétain impose aux cheminots de collaborer ouvertement et pleinement avec l'ennemi, par respect et par devoir pour la France. Une politique qui est loin d'être acceptée par tous. L'opposition aux Allemands était générale, il y avait un anti-germanisme très fort. On ne disait pas les Allemands, on disait les Boches, on disait les Schleux. Certains cheminots étaient d'anciens soldats de la Grande Guerre, ou des fils de soldats de la Grande Guerre. Donc il y avait la question d'un devoir patriotique, de celui de s'opposer à l'ennemi. Au début, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de groupe organisé. Les premiers actes de résistance, il me semble que c'est toujours de toute façon une décision individuelle. Dans un premier temps, c'est une réaction un peu, une réaction spontanée. Alors, dans un deuxième temps, viendra l'engagement dans une résistance
organisés dans des mouvements, dans des réseaux. Créer des mouvements et des réseaux, c'est la mission des Français réfugiés à Londres depuis la défaite. En août 1940, des proches du général de Gaulle fondent la revue La France libre. Dans ce premier numéro, ils encouragent tous ceux qui refusent la domination nazie à continuer la lutte par tous les moyens. L'information est sans cesse relayée sur les ondes de la BBC. Il est vital d'inciter le plus grand nombre à s'engager contre l'ennemi, à résister. Chez les cheminots, une majorité y est favorable. C'est toujours la question de la définition de ce qu'est un acte ou une action de résistance. Est-ce que, ne serait-ce que fermer les yeux quand un de ses camarades fait quelque chose, même si ce n'est pas de la résistance, c'est déjà participer de cette ambiance générale de résistance. Lorsque l'on a l'habitude d'être solidaire avec ses compagnons de travail, l'on supporte moins un certain nombre d'éléments qu'on peut qualifier d'oppression. Mais comment lutter contre cette oppression? Comment faire quand on n'a pas d'armes, pas de moyens? Quand on est isolé et qu'on travaille sous la surveillance permanente de l'ennemi? Le premier réflexe, c'est d'utiliser la ruse. On travaille par exemple au ralenti. Chez les cheminots, cette technique s'appelle le freinage. Le freinage, c'est faire en sorte de faire des gestes professionnels qui vont retarder la sortie du matériel du dépôt. On est encore au temps de la vapeur, donc monter en chauffe une locomotive, ça prend des heures avant qu'elle soit en état de rouler. Ça peut être mettre du temps avant de faire démarrer le train, vérifier que tout est prêt. Enfin, c'est une sorte de grève du zèle. Là, on est plutôt dans un acte transgressif d'opposition aux Allemands, de refus de livraison de matériel et d'essayer de les gêner au maximum. Il peut aussi y avoir déjà un début de sabotage en supprimant le chauffage dans certaines voitures de voyageurs dans lesquelles il y avait des soldats allemands, ou de la part des mécaniciens en freinant très brusquement, de manière à ce que tous les soldats soient déstabilisés et puis tombent pour certains d'entre eux. Nous, ça nous paraît aujourd'hui presque, je dirais pas infantile, mais enfin bon, attention, à l'époque, c'était dangereux. D'autant plus dangereux que depuis le 11 juillet 1940, toutes les libertés fondamentales ont été supprimées par Vichy. Pétain est désormais le chef absolu du nouvel État français. Il a créé un nouvel ordre fondé sur l'autorité, la hiérarchie, le corporatisme et le culte du chef. La révolution nationale est en marche. Désormais, la police traque tous les ennemis intérieurs, tous ceux qui tentent de s'opposer au régime. Toute manifestation, tout rassemblement public, toute tentative de grève sont passibles de la peine de mort. Malgré ces menaces, des cheminots refusent la dictature du maréchal. Et ils l'expriment. Sur les murs, ils collent tout d'abord de simples billets, des petits papillons. Certains distribuent même des tracts dans les rues. Pendant que d'autres les glissent dans le casier de leurs collègues, au risque de se faire prendre. Les premiers tracts, c'est lié à la situation d'occupation. On veut essayer que les Français prennent conscience de la situation et les inciter à eux aussi faire des actes de résistance. Ensuite, ça va être des revendications au niveau du quotidien. Ça va être du pain, par exemple, revendiquer un meilleur ravitaillement. Pour dénoncer la pénurie générale, les tracts deviennent de plus en plus vindicatifs. Ils critiquent ouvertement la politique collaborationniste de Pétain. Mais pour rédiger ces bulletins interdits par le régime, il faut du matériel.
Dans les ateliers de Paris-Landy, le premier acte de résistance de Pierre Fouquet, un chef mécanicien, est de se procurer une précieuse machine à écrire. Un objet banal en temps normal, mais dont l'usage illégal aurait pu à l'époque lui coûter la vie. Voici ce que Pierre Fouquet écrit dans ses mémoires. On a demandé l'installation d'une machine à écrire. J'ai fait une demande officielle en remplissant un formulaire. J'ai déclaré que la machine devait nous servir à la correspondance avec la direction et pour les bulletins des services internes. Le tract est ensuite renéotypé, puis distribué sous le manteau au nez et à la barbe des occupants. À l'époque, d'autres journaux continuent d'être publiés clandestinement. Parmi eux, La Vie ouvrière, un journal ouvertement anti-vichiste qui incite à organiser la résistance. Au mépris du danger, les cheminots en distribuent les exemplaires de ville en ville, au gré des trajets. Ils les cachent dans les sacoches de service des conducteurs de locomotives ou dans les paniers repas du mécanicien. Petit à petit, des réseaux se constituent. Au sein de la SNCF, des cheminots se regroupent. Ils forment des petites cellules. Elles sont indépendantes et inconnues les unes des autres, mais toutes unies par le même but: se battre contre le régime de Vichy et l'occupant allemand. Mais leurs moyens d'action sont très limités. Le temps des actes terroristes de grande envergure n'est pas encore arrivé. Pour ces résistants de la première heure, il faut tout inventer, prendre tous les risques. À la SNCF, grâce à leur savoir-faire professionnel, les cheminots effectuent des sabotages de plus en plus efficaces, car indétectables. Des sabotages insaisissables. Le sabotage insaisissable est une forme véritablement d'engagement résistant. Dans les ateliers ou dans les services du matériel, tout simplement, ils ouvrent la boîte à essieux et ils vont placer dans cette boîte qui contient de la graisse du sable ou de la limaille de fer, produisant ainsi une pâte abrasive qui va accélérer le processus d'usure de ces pièces mécaniques qu'il faudra changer et qui vont donc immobiliser le matériel ferroviaire qu'on destine aux Allemands. En changeant les étiquettes de destination des wagons, les employés des triages perturbent les transports destinés aux Allemands. Ils désorganisent le trafic ferroviaire. Il y a aussi d'autres techniques qui consistent à couper les câbles pneumatiques des freins pour, encore une fois, immobiliser le matériel. Toute la question justement de ce sabotage insaisissable, c'est que ça devait à la fois être du sabotage et être insaisissable. Et bien mieux, même ne pas être perçu comme étant du sabotage. Simplement, ça ne marche pas parce que c'est de la mauvaise qualité. Ces actions individuelles se multiplient dans tous les dépôts et les ateliers de la zone occupée. Elles mettent en péril la politique de collaboration de la direction de la SNCF. Elles perturbent le pillage du pays mis en place par l'occupant. À la fin de l'année 1940, des notes de service rappellent clairement que tout acte illégal contre Vichy ou les Allemands sera sévèrement puni. Mais la diversité des métiers du rail rend leur application difficile. Le fait qu'à la SNCF, il y ait des gens qui travaillent dans les ateliers, il y a des emplois de bureau, il y a des gens qui travaillent sur les voies, dans les gares, enfin tous les métiers cheminots, oui, permettent des modes d'action très, très diversifiés. Parmi tous ces métiers, une catégorie occupe une place à part. Les roulants, ceux qui conduisent les trains. Depuis l'armistice, la France est coupée en deux par la ligne de démarcation. Pour passer en zone libre, il faut un laissez-passer, un Ausweis. Cette carte d'identité délivrée par les autorités allemandes est très difficile à obtenir. Et partout, le long des 1200 km de la ligne, de la frontière suisse au Pays Basque, les contrôles sont très stricts. Sauf pour les roulants. Grâce à leur Bahnausweis, ils échappent aux restrictions de circulation entre la zone occupée et la zone libre. Un simple ordre de mission leur suffit pour la traverser. Une aubaine pour la résistance. Les agents de conduite se servent des gares les plus isolées pour faire passer en zone libre les fugitifs qui n'ont pas d'Ausweis.
Dès 1940, des filières permettent aux premiers clandestins de passer la ligne de démarcation. Parmi eux, un jeune garçon d'origine juive de 11 ans. Voici ce qu'il écrit à l'époque. « Mes parents voulaient que je parte, car ils avaient peur pour moi. Je me suis retrouvé là avec d'autres voyageurs qui voulaient passer en zone libre. Je crois que dans la pièce, il y avait des hommes qui étaient des prisonniers et qui s'étaient évadés d'Allemagne. À bord des trains, toutes les cachettes possibles sont utilisées. La plupart du temps, les fugitifs sont cachés dans les tenders. Le tender, c'est le wagon-réservoir situé juste à l'arrière de la locomotive, où sont entreposés le charbon et l'eau nécessaires à la traction à vapeur. Pour permettre à ces clandestins de sauter en marche, les conducteurs résistants ralentissent dans des zones qui échappent au contrôle des Allemands. Les cheminots qui font passer des gens cachés dans les tenders pour passer la ligne de démarcation, ils savent pertinemment que c'est formellement interdit. Les résistants qui sont pris à accomplir des actes de sabotage, eh bien, peuvent être arrêtés, pris en otage, déportés et même fusillés. La résistance, c'est toujours lié à la possibilité d'être réprimé pour ce qu'on fait. Pour les cheminots qui ont fait le choix de s'engager, le risque est permanent. Pourtant, malgré le danger, certains vont aller encore plus loin. Ils créent dès le début de l'occupation de véritables réseaux. Dans le nord de la France, Eugène Dallandre met en place une structure clandestine. Dallandre est contrôleur technique. Son travail consiste à vérifier l'état des voies ferrées. Avec la complicité de son épouse et de son fils, il fournit du papier et de l'encre pour la fabrication d'un journal clandestin à grande diffusion, La Voix du Nord. Il noyaute les services des bagages de plusieurs gares pour l'expédier dans toute la France. Un peu plus tard, il convoie régulièrement des aviateurs britanniques jusqu'à Paris. Il leur fournit des faux papiers, des vêtements civils. Il récolte aussi des renseignements sur les transports militaires allemands. Arrêté, il sera fusillé en décembre 1943. Pourtant, parmi toutes les actions qu'Eugène Dallandre a menées, il en manque une, plus radicale et spectaculaire. Il n'a jamais fait sauter de voie ou d'installation ferroviaire. Dès le début de l'occupation, le sabotage pose un véritable problème de conscience aux cheminots. Les cheminots, les mécaniciens, les chauffeurs sont très attachés à leur machine puisqu'ils roulent toujours sur la même locomotive. C'était ces deux-là, le chauffeur et le mécanicien, qui s'occupaient de cette locomotive-ci. On disait à l'époque, en plaisantant, mais c'était quasiment vrai, le mécanicien et le chauffeur passaient plus de temps ensemble qu'avec leurs épouses respectives, puisque les trajets étaient longs et c'est vraiment leur machine. Au-delà de cet attachement, le sabotage des voies ferrées aurait aussi eu des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne de millions de Français. Car à l'époque, tout le pays dépend du train. Le dilemme est fort pour les cheminots à ce moment-là que les Français, la population, c'est-à-dire leurs frères, leurs sœurs, leurs épouses, leurs enfants, leurs parents, avaient d'autant plus besoin des services qui étaient rendus par le chemin de fer, pour le ravitaillement, pour toutes les fournitures, mais aussi pour les transports. Et puis, saboter une voie pour faire dérailler un train, ça met aussi en danger la vie du mécanicien et du chauffeur. Mais en 1941, un événement va transformer les cheminots communistes, majoritaires à la SNCF, en véritables combattants. Un événement qui se déroule à des milliers de kilomètres.
Le 22 juin, les troupes allemandes envahissent l'URSS. L'opération Barberousse est déclenchée. Le pacte germano-soviétique vient de voler en éclats. 2 ans plus tôt, l'URSS de Staline et l'Allemagne d'Hitler avaient signé un pacte de non-agression. Pour les 300 000 adhérents du Parti communiste français de l'époque, le choc fut énorme. Le mouvement communiste international avait toujours rejeté le fascisme. Désormais, un dilemme se posait aux militants. Fallait-il s'opposer aux nazis ou accepter la présence des troupes d'Hitler en France? Après l'invasion de l'URSS, l'ensemble du Parti communiste peut vraiment se lancer dans la résistance et réactiver la CGT cheminot qui était très puissante avant la guerre. À la SNCF, en 1939, 80% des employés étaient membres de la CGT. La plupart d'entre eux militaient aussi au Parti communiste. Après l'invasion de l'URSS, ils raniment leurs anciennes structures, des formations implantées dans toute la France et bien organisées. Le journal L'Humanité se fait l'écho des nouvelles consignes de l'Internationale communiste, qui exhorte tous les ennemis du nazisme à se lancer dans la lutte armée, sans ambiguïté. Que faut-il pour aider l'URSS à écraser Hitler? Du sabotage, encore du sabotage, et toujours du sabotage. À partir de l'été 1941, des cheminots répondent à cet appel à la guerre clandestine. Ils deviennent des membres actifs d'une branche du Parti communiste, l'Organisation spéciale. Ces cellules, les futurs FTP, les francs-tireurs et partisans, lancent des actions armées. Louis Coquillet, un ouvrier serrurier à la SNCF en Bretagne, rejoint une de ces cellules. Il monte à Paris et recrute d'autres militants. Très vite, son groupe se procure des armes et élabore des plans d'action paramilitaires. Puis, Coquillet et ses hommes attaquent des casernes et des véhicules allemands. Ils participent à l'exécution d'un officier. Le cheminot est arrêté au début de l'année 1942 avec d'autres camarades lors d'un contrôle de routine. Pour Vichy et les Allemands, le procès de ceux qu'ils considèrent comme des terroristes doit servir d'exemple. Il se tient durant une semaine à la Maison de la Chimie, transformée en tribunal militaire pour la circonstance. L'arsenal des résistants est sans cesse exposé lors des audiences. Des armes de poing, des bombes de fortune fabriquées artisanalement. À l'issue des réquisitoires, sur les 27 accusés, 26 seront condamnés à mort. Louis Coquillet est fusillé 3 jours plus tard. Quel prix les cheminots devront-ils payer pour défendre leur liberté? En Franche-Comté, un autre bataillon de FTP multiplie les sabotages. Les cheminots qui en font partie se servent de leur maîtrise du rail. Cette fois, ils s'attaquent à du matériel ferroviaire. Pour faire dérailler les trains, ils utilisent une technique simple, le détirefonnage. Il faut tout simplement, pour procéder à un détirefonnage, posséder une clé. Une sorte de grande clé en T qui est adaptée, qui prend l'empreinte du tire-fond. Il faut imaginer une énorme vis qui solidarise le rail à la traverse, qui est posée sur le balastre. Et il suffit simplement de déplacer les rails avec des baramines pour ainsi provoquer un déraillement qui va provoquer des dégâts importants s'ils sont faits dans une courbe. Au printemps 1942, une quarantaine de soldats allemands sont tués dans 2 déraillements successifs dans le Calvados. De nombreux autres sont blessés. Cette opération a été soigneusement planifiée, car le train détruit, le Cherbourg-Maastricht, est une cible de choix. Il transporte régulièrement des militaires en permission. Les dégâts matériels sont impressionnants. La locomotive est hors d'usage.
25 wagons sur les 40 qui composaient le train sont détruits. Le trafic a été interrompu pendant 3 jours et il a fallu amener des grues pour déblayer tout le matériel et réparer les voies. Des travaux qui ont duré des semaines. Le sabotage est un véritable succès. Les auteurs sont 4 résistants de la gare de Caen, donc qui sont d'obédience communiste, et l'équipe FTP de Paris va venir en Normandie pour constater un petit peu les dégâts et interroger les résistants à l'origine. Ils vont ainsi rédiger un manuel du sabotage par la technique du détyrphonage qui sera diffusé dans les organisations communistes dès l'été 1942. Près de Chalon-sur-Saône, un train de marchandises a déraillé à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. De août 1941 à mars 1942, une centaine de sabotages de voies ferrées ont lieu en France. Des actes qui entraînent des réactions brutales de la part de l'occupant. Il y a eu des représailles, il y a eu des déportations. Les Allemands, à partir de là, vont utiliser des boucliers humains dans le cadre, justement, des déplacements de permissionnaires allemands. Printemps 1942. Pierre Laval, qui a pris l'ascendant sur Pétain, gère désormais seul les affaires de la France. Il franchit une nouvelle étape dans la collaboration. Désormais, la SNCF vit complètement à l'heure allemande. Sur le front de l'Est, la guerre contre l'URSS décuple les besoins des nazis. En Allemagne, les industries d'armement connaissent une grave pénurie de charbon. Les convois de matières premières venus depuis la France doivent augmenter. Albert Speer, le ministre de l'Armement et des Munitions de Hitler, vient en personne à Paris pour réclamer la construction de 2500 km de voies supplémentaires. Il exige aussi 1100 locomotives, 37 500 wagons et des cheminots en nombre. C'est une volonté de la part des autorités allemandes, toute cette année 1942, que d'essayer d'avoir des travailleurs qui viennent des différents pays occupés pour travailler dans ces usines, remplacer les soldats qui, en 1942, périssent par milliers en Russie. Les réquisitions ont énormément concerné les chemins de fer, ne serait-ce que parce que dans les chemins de fer, il y avait encore des gens qui étaient des ouvriers, qui étaient très qualifiés dans le domaine de la métallurgie, dont on sait qu'il peut aussi être utilisé pour l'industrie d'armement. Au même moment, la collaboration avec les Allemands franchit un degré dans l'horreur. Elle va laisser une tache noire indélébile dans l'histoire de la SNCF. 27 mars 1942. Le premier convoi de déportation quitte la gare du Bourget de Drancy pour le camp d'extermination d'Auschwitz. Il transporte 1112 juifs vers la mort. Les trains qui partent de Drancy, par exemple, sont conduits par des chauffeurs et des mécaniciens jusqu'à la frontière avec le Reich. Ensuite, c'est des cheminots allemands qui prennent le relais. Il n'y a pas de cheminots français qui ont fait Drancy-Auschwitz. Il n'empêche que les demandes allemandes ont été respectées à la lettre par la direction de la SNCF qui n'a pas rechigné à former ces trains. Ces convois spéciaux, comme on les surnommait, sont toujours fortement escortés par des gendarmes français et de nombreux soldats allemands. Les cheminots assistent impuissants à ces déportations. Ils ne peuvent rien faire, sous peine d'être exécutés sur le champ. Impossible donc pour eux d'agir, même si la colère gronde. Ces trains n'étaient pas signalés comme des trains de déportés. Ils étaient choqués, mais véritablement parce que c'était incompréhensible. Ce qu'ils voyaient était quelque chose qui ne devait pas se passer, qui ne pouvait pas se passer.
Il faut bien comprendre que ces hommes avaient été socialisés sous la Troisième République, à un moment où on n'arrêtait pas quelqu'un qui n'avait rien fait. On n'arrêtait pas un enfant. C'était impossible d'arrêter les enfants. Or, ceux-là, ils en sont témoins. Ils en sont témoins, voire acteurs, hein, dans le cadre de leur métier. Témoins ou acteurs, cela n'empêche pas les cheminots de manifester des gestes de solidarité individuelle. Une autre forme de résistance, plus discrète. Certains donnent de l'eau et de la nourriture aux déportés lors des arrêts des convois. D'autres ramassent sur les bords des voies ferrées les petits mots lancés depuis les wagons et transmettent ensuite aux familles ces derniers messages. À la fin de l'été 1942, le rythme des trains de déportation augmente, tout comme les réquisitions de travailleurs. Pour répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre des nazis, Laval met en place un nouveau dispositif pour les satisfaire, la relève. Il négocie la libération de 50 000 prisonniers de guerre français contre le départ en Allemagne de 150 000 ouvriers. Derrière ce discours officiel se cache pourtant une autre réalité. La relève n'est rien d'autre qu'une réquisition forcée de milliers de travailleurs. Contre cette pratique, des ouvriers de la SNCF réagissent. En octobre 1942, à Oullins, dans le Rhône, la direction d'une usine de réparation de locomotives réquisitionne 30 ouvriers pour partir en Allemagne. Immédiatement, prenant tous les risques, les cheminots se mettent en grève. L'interruption du travail gagne tous les sites ferroviaires de la région lyonnaise, de Saint-Étienne, de Chambéry, avant d'essaimer vers Marseille et le sud de la France. Cette grande grève cheminote, la première depuis l'armistice, est un véritable acte de résistance. C'est déjà un acte de résistance que de faire grève, puisqu'on se met dans l'illégalité. C'est un acte d'opposition au gouvernement et c'est aussi un acte d'opposition ouverte à l'occupant. On ne veut pas aller travailler en Allemagne. Mais cette grève ne peut être tolérée, ni par Vichy, ni par l'occupant. Le soir même, à Oullins, des cheminots sont arrêtés. Les autorités locales de la SNCF aident la police à dresser une liste d'entre 20 et 30 grévistes qui sont tous arrêtés chez eux dans la nuit. Il n'y en a qu'un qui échappe, c'est un militant communiste qui avait bien conscience que c'était dangereux et qui, lui, avait décidé, et l'avait conseillé aussi à ses camarades, il avait décidé de ne pas passer la nuit chez lui. C'est le seul qui y a échappé. Tous les autres seront déportés en Allemagne. Seule une poignée d'entre eux reviendra en 1945. Depuis le début de l'occupation, presque 1000 cheminots sont déjà morts, victimes de la répression du régime de Vichy et des nazis. Pourtant, la résistance de cette véritable armée du rail ne faiblit pas. « 8 novembre 1942. 300 navires et plus de 100 000 soldats anglais et américains s'approchent des côtes de l'Algérie et du Maroc. L'opération Torche commence. Les troupes du général Rommel, le commandant de l'Africa Corps, sont mises en déroute. En représailles, les nazis envahissent la zone libre. Ils occupent désormais tout le pays. Pas question que ces revers fragilisent les positions de l'Allemagne en France. Pendant ce temps, sur le front de l'Est, les troupes d'Hitler subissent revers sur revers. L'opération Barberousse est un désastre. L'Allemagne manque de plus en plus de bras. En février 1943, les nazis imposent donc au gouvernement de Vichy la mise en place du STO, le service du travail obligatoire. Des milliers de jeunes Français sont contraints de partir travailler dans les usines d'armement allemandes. Tous les moyens sont bons pour y échapper.
les cheminots vont encore une fois montrer leur esprit de résistance. Comme les autorités allemandes ont besoin des cheminots français, ils dispensent la SNCF de ce STO. Et pas mal de jeunes vont être embauchés de manière fictive à la SNCF pour échapper au STO. Mais ça, c'est pas un ordre de la direction, mais c'est plus au niveau local, à dire, ah bah oui, moi j'ai besoin de quelqu'un, là, donc on embauche des jeunes gens pour les soustraire au départ en Allemagne. Dès le printemps 1943, ces jeunes cheminots montent au maquis. Ils intègrent des groupes de FTP. Ils apprennent le maniement des armes et les techniques de sabotage. Ils mettent en place des filières qui permettent aux autres réfractaires d'échapper au STO. D'autres cheminots, plus âgés, deviennent aussi des agents permanents de la résistance tout en gardant leur couverture professionnelle. Leurs informations sont précieuses. Placés au cœur du système militaire et économique d'occupation, ils peuvent cartographier le trafic ferroviaire. Ils sont capables de décrire avec précision les infrastructures et le matériel allemand. Ils sont irremplaçables pour porter des coups à l'ennemi. La corporation cheminote sera beaucoup plus sollicitée par les organisations de résistance que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont des agents, des observateurs de l'activité militaire allemande. Parmi les cibles les plus recherchées se trouvent des convois directement gérés par les cheminots allemands présents dans les bureaux de la SNCF. Ces convois, on les appelle des TCO. Alors, un TCO, c'est un transport en cours d'opération, c'est-à-dire des transports de troupes. C'est les trains allemands et qui avaient priorité absolue en matière de circulation. Ces informations, en général, ne sont jamais communiquées très à l'avance par les forces d'occupation parce que, justement, ils veulent protéger leurs troupes en évitant de faire connaître aux cheminots l'arrivée de troupes à des points précis. Malgré ces précautions, les cheminots transmettent des informations très précises aux maquis qui organisent l'attaque des transports de troupes. Les actions de guérilla sont de plus en plus efficaces. Et la bonne vieille technique du détyrphonage fait des ravages. Mais pour les cheminots qui ont intégré ces groupes armés, saboter reste toujours un dilemme. Saboter, c'est exposer la vie des roulants qui conduisent les trains. Saboter, c'est aussi risquer des prises d'otages à titre de représailles, car l'étau se resserre autour des résistants. Avec la création de la milice, le gouvernement de Vichy s'est en effet doté d'une nouvelle arme. Désormais, ce vaste appareil policier seconde la Gestapo. Son rôle, traquer les Juifs, les réfractaires au STO et tous les terroristes, tels les saboteurs et les cheminots résistants. Les miliciens bénéficient de nombreux avantages. Leur nombre tout d'abord. Presque 30 000 hommes répartis sur tout le territoire. Et des crédits illimités pour payer des espions et des délateurs jusque dans les ateliers de la SNCF. Les arrestations se multiplient, tout comme la torture, les déportations massives et les exécutions sommaires. Parmi les victimes de la répression, Roger Guintard. Ce cheminot sera fusillé pour avoir détruit 5 locomotives dans un dépôt. Malgré la violence de la milice et de la Gestapo, la lutte contre Vichy et l'occupant se généralise. Des collectes d'armes massives s'organisent. Le recrutement de volontaires s'accélère. Les sabotages se multiplient dans tout le pays. Depuis mai 1943 et la création du Conseil national de la résistance, tous les mouvements de lutte sont unis. Parmi eux, un organisme directement financé par la France libre, le NAP, le noyautage des administrations publiques.
Le noyautage des administrations publiques, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un service central qui coordonne l'action clandestine des fonctionnaires résistants. Ils vont ainsi créer des plans d'action militaire en prévision de la libération et puis aussi mettre en place la prise du pouvoir au moment de cette libération. Il va y avoir une branche ferroviaire qui est créée, donc dirigée par Louis Armand, donc ingénieur en chef à la SNCF, et il a beaucoup de gens de son service qui vont dans les différents dépôts pour voir si tout se passe bien. Et en fait, ces gens-là vont être des agents de renseignement, en fait, sous prétexte de vérifier les locomotives. Et ils vont se livrer à des activités de renseignement. Cette branche ferroviaire du noyautage des administrations publiques, le NAP, prend le nom de NAPFER. Si ces actions de résistance restent locales, ces responsables régionaux sont sous l'autorité du délégué militaire national, Jacques Chaban-Delmas, ce qui va augmenter son efficacité. Depuis plusieurs mois, des membres du NAPFER aident les Alliés à élaborer des plans pouvant être utilisés lors d'un débarquement. Ces plans ont un nom de code. On les appelle des plans verts. Leur importance va s'avérer vitale pour la reconquête de la France. En 1943, les services de la France libre vont demander au NAPFER de prévoir des plans de destruction, des plans de sabotage des liaisons ferroviaires. Ce qu'ils vont faire en 1943. Et en mars 1944, les services du bloc planning vont peaufiner ces plans qui vont être validés par l'état-major allié. Au début de l'année 1944, la lutte armée monte encore d'un cran. Des commandos spécialement entraînés au sabotage sont envoyés d'Angleterre pour faire des cheminots une véritable armée du fer. Ce sont des experts des actions paramilitaires. Parmi leurs spécialités, le maniement des explosifs. L'organisation des sabotages qui utilisent des explosifs, ça demande des compétences assez techniques, qui sont en fait acquises par des saboteurs qui viennent de Londres, ils viennent des services du BCRA, du Bureau central de renseignement et d'action, ou bien du Special Operations Executive britannique. Pour généraliser l'action clandestine à tout le réseau ferré, en quelques mois, environ 400 de ces spécialistes vont former les résistants et les cheminots à l'utilisation d'un nouveau type de matériel. Les explosifs principalement utilisés dans le cadre de sabotage ferroviaire, c'est le plastique. C'est un explosif qui présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il est polyvalent et il est très puissant. Il permet de briser net de fortes sections d'acier, comme un rail, ou bien de s'attaquer à des ouvrages d'art que sont les ponts ou les viaducs ferroviaires. Il est extrêmement puissant, il est extrêmement intéressant aussi parce qu'il est malléable. Il peut être plaqué sur n'importe quelle cible à détruire. Et puis, surtout, c'est un explosif qui est très stable. Le pain de plastique peut subir des chocs très violents, il n'explosera pas. On peut tirer avec une arme à feu sur un pain de plastique, il ne se passera rien. Quand ils ne font pas sauter eux-mêmes les voies, les cheminots se servent une fois de plus de leur connaissance du terrain pour aider les saboteurs à placer les explosifs aux meilleurs endroits. Leur formation au sabotage va aussi permettre aux cheminots de franchir une nouvelle étape. Multiplier les destructions au cœur même des centres ferroviaires, selon les directives d'un autre plan, le plan Grenouille. Le plan Grenouille, en fait, c'est le prolongement du plan vert. C'est la destruction très ciblée d'éléments d'installation fixes qu'on appelle les rotondes
ou bien aussi les engins de levage. Ce sont des pièces stratégiques dans les dépôts et dans les triages, puisque une rotonde, si elle est sabotée, rend prisonnière les locomotives qu'on appelle les locomotives chaudes qui sont placées dessus. Les locomotives chaudes, ce sont les locomotives qui sont mises sous pression avant leur service le matin. Toutes ces actions reçoivent l'appui matériel et l'approbation du réseau Napfer. Il a des yeux partout et coordonne les actions de résistance dans toutes les régions. En Savoie, dans le Jura, dans les Landes, les sabotages sont quotidiens. Les ponts en deviennent les cibles prioritaires afin d'isoler les zones de combat. Quand ils ne peuvent agir directement, les cheminots transmettent des informations sur les transports de matériel militaire. Ils sont ensuite mitraillés et bombardés par les chasseurs alliés. Pourtant, malgré leur capacité à infliger des pertes sévères à l'ennemi, un nouveau débat anime les dirigeants clandestins du Napfer. Il y a en fait deux grandes tendances. Il y a les attentistes ou les jourgistes qui considèrent que la généralisation des sabotages entraînerait la répression massive d'agents qui seront nécessaires et dont le rôle d'informateur sera très utile au moment du débarquement. L'autre tendance, eh bien, ce sont les activistes qui prônent l'action immédiate. Et cela aussi pour d'excellentes raisons. Ils considèrent que les sabotages vont aguerrir leurs troupes. Ils vont aussi considérer que ces sabotages vont leur permettre d'acquérir une crédibilité auprès des Alliés. Entre janvier et mai 1944, plus de 800 attentats ferroviaires sont commis dans toute la France. Les occupants font face à une véritable bataille du rail. Désormais, les cheminots prennent de plus en plus de risques. Pour causer le maximum de pertes à l'ennemi, ils détruisent même le matériel ferroviaire destiné à la réparation de leur propre destruction. De leur côté, les Alliés veulent en finir au plus vite. Les forteresses volantes anglaises et américaines entament donc une campagne massive de bombardement des nœuds ferroviaires, des centres de triage et des dépôts de tout le nord de la France. Mais ces bombardements ont parfois des conséquences dramatiques. Lorsqu'il y a des bombardements des enclaves SNCF, très souvent les cités cheminotes sont également victimes des bombardements. Les cheminots habitent très souvent à proximité de leur lieu de travail, donc dans des cités cheminotes. Il y a eu le bombardement du 21 avril 1944 sur le dépôt de la Chapelle, où les bombes tombent certes sur le dépôt, mais aussi énormément sur le 18e arrondissement, sur Aubervilliers. Et il y a plusieurs centaines de victimes civiles qui sont relevées à l'issue de ce bombardement. « 6 juin 1944. Tandis que les Alliés font pleuvoir des tonnes de bombes sur les défenses allemandes, 130 000 soldats mettent le pied sur le sol français. La veille, le plan vert général a été déclenché par la BBC avec un message codé resté célèbre et spécialement adressé aux cheminots. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. La consigne est claire. Le sabotage à outrance doit empêcher tous les transports allemands, de manière irrémédiable. La paralysie du réseau ferré était essentielle
à partir du moment où les troupes alliées avaient débarqué. Donc les Allemands avaient des troupes un petit peu partout. Ils avaient beaucoup de troupes en France, contrairement à ce qu'on dit parfois en 1944, mais elles étaient positionnées un peu partout. Paralyser le réseau ferroviaire permet d'encager, c'est un terme militaire, permet d'encager le théâtre d'opération. Ainsi, le plan vert va être déclenché dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 pour empêcher la remontée vers la Normandie des troupes vers les têtes de pont du débarquement allié. Pour empêcher les mouvements de troupes allemandes, des cibles hautement stratégiques doivent être détruites. Parmi elles, un important centre ferroviaire situé à proximité de Lyon. Ambérieu, en Bugey, est un dépôt très important dans la région et il fallait impérativement, dans le cadre du plan vert, le détruire. Les équipes sont dirigées par des cheminots qui vont s'attaquer d'abord au pivot de la rotonde. Ils vont placer une charge assez énorme, puisqu'il y aura 3 kilos d'explosifs qui vont être plaqués sur ce pivot. La puissance de l'explosion provoque la destruction de 52 locomotives. Dans un second temps, les cheminots parachèvent leur exploit. Ils lancent une locomotive et son convoi sur des wagons bloqués par l'empilement des épaves. Tout le réseau de la région lyonnaise est définitivement hors d'usage. Partout, les résistants du rail vont être héroïques. Les chemins de fer auraient fonctionné en juin 1944 comme ils fonctionnaient en juin 1939. Les Alliés auraient eu beaucoup plus de difficultés à gagner la bataille de Normandie. On ne sait même pas d'ailleurs s'ils l'auraient gagnée. Après le débarquement, les maquis investissent progressivement les villes libérées. Là encore, les cheminots sont en première ligne. Ils sont chargés par les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, de bloquer l'évacuation des convois allemands qui fuient vers l'Allemagne par tous les moyens. Mais aussi de protéger les installations ferroviaires contre les destructions de l'ennemi. Pour cet engagement sans faille, ils vont payer un lourd tribut. En représailles, les nazis mènent une lutte sans pitié contre tous les résistants. Ils arrêtent des cheminots et les assassinent. Le plus important massacre dont ils ont été victimes a eu lieu au printemps 1944, dans une petite ville du nord de la France. Le massacre d'Ascq a lieu suite à un sabotage sur un train de permissionnaires ou de militaires allemands, donc en gare d'Ascq, dans le nord de la France. Sabotage qui est raté d'une certaine façon, puisqu'il n'y a quasiment pas de dégâts sur le train ni de victimes. Et en représailles, les militaires allemands vont littéralement massacrer 86 personnes, dont 22 cheminots. De 1940 à 1944, plus de 2500 cheminots sont morts, victimes de la répression du régime de Vichy et des autorités nazies. Été 44. Une question reste en suspens. La libération de Paris. Pour De Gaulle, c'est une priorité. Mais les Américains veulent continuer au plus vite vers l'Est, vers l'Allemagne, et donc contourner Paris. Finalement, ce sont les résistants qui vont prendre l'initiative. À Paris, le 19 août, l'insurrection est déclenchée. Elle est déclenchée par les policiers qui prennent la préfecture de police au centre de Paris, sur l'île de la Cité. Les cheminots participent activement à l'insurrection. Ils suivent à la lettre les consignes de la CGT et de la CFTC qui ont proclamé la grève générale.
Les deux syndicats ont étendu les débrayages déclenchés une semaine plus tôt dans toutes les gares parisiennes afin de désorganiser la retraite allemande. Les employés de la SNCF participent aussi au combat qui commence dans l'après-midi. Ils prennent le contrôle des principaux dépôts de la région parisienne pour qu'ils ne soient pas détruits par les nazis. 8 jours après le début de l'insurrection, von Choltitz, le gouverneur militaire de Paris, remet sa capitulation au général Leclerc, installé gare Montparnasse. Dès l'été 1944 et jusqu'à la victoire finale en mai 1945, les cheminots continuent de participer activement à l'effort de guerre. La priorité est de rétablir le trafic au profit des transports stratégiques alliés et de ravitailler les Français. Mais les destructions du réseau ferré et du matériel, tant par les Allemands que par les Alliés, vont leur imposer un effort sans précédent pour tout reconstruire. Les cheminots sont là aussi en première ligne. Et c'est un moment où il y a une espèce d'union nationale, d'une certaine façon. Et les cheminots acceptent de travailler jusqu'à 60 heures par semaine, de vraiment allonger considérablement leur durée de travail pour participer à la reconstruction du réseau ferroviaire, ou avec une espèce d'analogie entre on reconstruit le réseau ferroviaire, ça reconstruit la France. Il y a des affiches, là où le train passe, la vie renaît, enfin, avec une espèce de slogan comme ça. La reconstruction participe aussi à la construction de l'image cheminote. Cette image cheminote, forcément positive, est savamment entretenue par une association, Résistance Fer. Créée en octobre 1944, elle regroupe tous les employés de la SNCF qui ont participé activement à une organisation clandestine pendant l'occupation. Des employés courageux qui n'ont pas hésité à risquer leur vie. Les cadres de Napfer vont créer Résistance Fer pour créer une identité, une mémoire spécifique à la résistance cheminote. Mais clairement, pendant l'occupation, il n'y a pas de réseau qui porte le nom de Résistance Fer. Résistance Fer a mis en avant justement tout ce qu'il y avait comme comportement héroïque militaire, largement les sabotages, le renseignement, tout en laissant de côté ce qui était beaucoup plus discret, et notamment tous les comportements, toutes les pratiques d'aide aux personnes persécutées. Cette résistance au quotidien qui pouvait aller justement du sabotage insaisissable jusqu'au fait de cacher quelqu'un qui était poursuivi par les Allemands, qui était tout aussi dangereuse, semblait normale. Que reste-t-il aujourd'hui du combat des cheminots pour la liberté? Dans la mémoire collective, il demeure le seul groupe professionnel clairement identifié à la résistance, aux actions de sabotage et à la lutte armée. Au début de l'occupation, les opposants étaient peu nombreux, pas ou peu organisés. De plus en plus nombreux au fil du temps, ils ont agi et lutté pour exprimer leur refus de la présence allemande et de la collaboration voulue par Pétain et ses complices. La résistance des cheminots reste à cet égard le symbole d'une action d'opposition collective, de conviction et d'entraide de toute une corporation. Sans eux, sans leurs actions qui ont paralysé les troupes allemandes, le débarquement aurait-il réussi ?